À la une ce soir, une mère de famille du Vauclin dans la douleur après la découverte du corps de son fils chez lui hier après-midi. La victime présentait de nombreuses blessures à l'arme blanche. Selon la famille, ce serait sa compagne qui serait la coupable. Le collectif Chum Douvent mobilisé, les membres ont alerté la presse ce matin sur les directives que les administrateurs provisoires du CHU de Martinique ont reçues de la ministre de l'Outre-mer. Les syndicats craignent des réductions budgétaires au détriment des investissements. Karine Mousseau, présidente du CMT, est notre invitée politique de ce mardi soir. Elle nous parlera des chiffres de la haute saison qui s'annoncent satisfaisantes. Nous évoquerons également son bilan après 2 ans dans la majorité de la CTM. Et puis nous parlerons des étourderies du Père Noël qui ont dû être rattrapés aujourd'hui. Cadeaux en double, jouets défectueux. Les services après-vente des magasins ont été pris d'assaut toute la journée en ce lendemain de Noël. Bonsoir à tous. Heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Qu'est-il arrivé à Hugues Marguerite? Une question que se pose la famille du quinquagénaire retrouvé mort chez lui, baignant dans son sang. Son corps, qui présentait de nombreuses blessures à l'arme blanche, a été découvert hier après-midi par sa mère. Un drame qui s'est déroulé au Vauclin. Selon la famille de la victime, ce serait sa compagne qui serait à l'origine de son décès. Reportage de Sandrine Claude. C'est au bout de cette ruelle paisible qu'a été faite la macabre découverte. Hier après-midi, il est 17h quand les secours sont alertés. À l'intérieur de la maison, Hugues Marguerite, 55 ans, gît dans une mare de sang. Sur son corps, de nombreuses blessures à l'arme blanche. Inquiète de ne pas le voir depuis 2 jours et sans réponse de la femme avec qui l'homme vivait, c'est sa mère qui l'a retrouvé. Les mois 2 jours, je venu maman des filles et je trouvé il a dit comme ça, il allait faire golette pour ma renasse. Le soir à 6h, je viré là, maman dit il peut pas venir. Dimanche je venu, m'a dit comme ça, si c'est samedi, il m'a coupé golette. Dimanche je passé, il dit moi il peut entrer. Il peut entrer au soir, il peut entrer le samedi. Alors moi dit qu'il m'a dit il coupé golette, il peut entrer, ça travaille moi. Les m'a arrivé de chez ça puis on a descendu, moi il assise en bol en mer. Fille deux tournées, m'a dit deux tournées, m'a pas quitté moi, m'a pas venu moi aussi, il a tout le bon. Arrivée au domicile de son fils, la femme trouve une porte d'entrée étrangement ficelée. C'est à l'aide d'une roche qu'elle parvient à pénétrer le domicile sans se douter du drame qu'elle s'apprête à vivre. Je m'ai entré la porte caille là, entreveillée, pas fermée. Moi on dit la porte là, moi puis la porte là pas dit oh, m'a fait ça encore je me un homme ma santé. Face en bas. Madame, moi pas ça moi fait moi ni sortir la cour, moi crier la madame, moi les voisins, tout le monde sorti dehors. Père de 2 enfants de 15 et 25 ans, celui qu'on surnommait Ayoko vivait essentiellement de la pêche. Il est décrit comme un homme sans problème. La tragédie a ébranlé toute la famille. C'était vraiment, comme on dit, un pindou. Quelqu'un qui n'a jamais injurié quelqu'un, offensé quelqu'un au Vauclin. Tout le monde l'aime au Vauclin. Il est très très bien comme cousin. On n'a absolument rien à dire. Placée en garde à vue hier après avoir tenté de fuir les gendarmes, la mère des enfants de la victime est jugée instable. Bon, des fois, elle était bien quand elle n'était pas malade, mais d'autres fois... ouais. Et puis d'autres fois, ça n'allait pas parce qu'ils ne vivaient pas tout le temps ensemble. Hein. Elle était toujours hospitalisée à Colson. C'est quand elle montait comme ça, quoi. Selon les premières informations de l'enquête menée par la section criminelle, le décès aurait eu lieu entre le 24 et le 25 décembre. Une enquête qui devra déterminer les circonstances de ce drame. Au chapitre social, le collectif Chum Douvent tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Une conférence de presse a été organisée ce matin pour présenter une lettre de la ministre des Outre-mer détaillant les missions des administrateurs provisoires du CHU de Martinique. Des fonctions qui, contrairement à ce qui aurait été présenté au collectif en novembre dernier à Paris, entraîneraient des réductions budgétaires. Selon les directives, les inspecteurs qui prendront leurs fonctions le 3 janvier prochain ne devraient pas investir mais faire des économies. Voyez les précisions recueillies par Sandrine Claude. Dans cette lettre de mission figure le point du rééquilibrage financier avant tout investissement. Et donc, je considère ça presque comme une injure
face aux problèmes graves que connaît le CHUM actuellement, et ce n'est pas la réponse que nous attendons. Ça va dans le sens de la diminution des lits, de la diminution des effectifs, de certains contrôles au niveau de certaines activités. Nous disons que ce n'est pas dans cette direction-là qu'il faut aller si on veut travailler, redresser cet hôpital. Ça n'est pas acceptable qu'il refuse tout investissement avant de rééquilibrer sur le plan financier. Ce d'autant que ça n'est pas un problème du CHU uniquement. Il y a 1,5 milliard de déficit pour tous les hôpitaux. Donc c'est une maladie systémique sur laquelle l'État n'a encore pas de solution. Pourquoi il serait plus intelligent en Martinique qu'ailleurs pour équilibrer sur le plan financier? Par contre, au quotidien, nous avons des besoins sur lesquels les investissements sont prioritaires. En gros, il faudrait à peu près 45 millions pour ce qui est des investissements et le fonds courant de l'hôpital, je crois. Mais surtout, il faut solder les 150 millions d'euros de la dette aux fournisseurs. Ce sont les entreprises de la Martinique. C'est des pères et mères, des gens qui nous font confiance et qui nous servent de banquiers depuis 1 an pour certains, plus de 300 jours de délai de paiement. Ça n'est pas acceptable, ça. La Galeria dans l'obscurité aujourd'hui pendant 3 minutes. Une action symbolique organisée en fin de matinée par toutes les boutiques du centre commercial en hommage à leur directeur Jean-Claude Boulanger, décédé vendredi dernier des suites d'une longue maladie. Très apprécié par ses collaborateurs, il avait notamment participé au lancement de la Galeria en 1988, puis à son développement avec le groupe Parfaite. Il a été incinéré aujourd'hui en présence de ses proches. Il fait froid dans les pays du Nord, il fait chaud ici et la Martinique devient une destination idéale pour les fêtes de fin d'année. Comme l'année dernière, le taux de remplissage des hôtels est satisfaisant et pour en parler, nous recevons Karine Mousseau, présidente du CMT, qui est notre invitée politique de ce mardi soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci. Bonsoir à toute la Martinique et puis de bonnes fêtes à tous surtout. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de parler du CMT, dont vous êtes présidente, on va parler de la CTM. Cela fait 2 ans, cela a fait d'ailleurs 2 ans, le 15 décembre dernier, que vous êtes à la tête de la CTM. Expliquez-nous quelle est votre position, est-ce que vous vous y sentez bien? Comment ça se passe? Quel est votre bilan? Eh bien, écoutez, moi je dirais que le bilan est très positif pour notre équipe, le Grand Semblé Pouba Pays en Chance, et puis singulièrement pour l'équipe de Yann Monplaisir, à laquelle j'appartiens. C'est un bilan positif, en tout cas, pour ce qui nous a été confié, en particulier le tourisme. Et puis, ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, derrière Yann Monplaisir, c'est continuer à travailler d'arrache-pied pour que la Martinique continue de se développer. C'est surtout ça notre leitmotiv. Alors, vous parlez de bilan positif, à peine 2 semaines après les remous qui ont été très, très médiatisés au sein, alors non pas du Grand Semblé Pouba Pays en Chance, mais du Grand Semblé. Finalement, ce n'est pas si positif que ça. Il y a des cafouillages quand même. Bah, écoutez, ce sont je vais dire, des petites frictions internes au Grand Semblé. Et c'est vrai que nous, on regarde tout ça avec recul. Et comme l'a dit Yann Monplaisir, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir travailler. Et c'est pour ça qu'on est resté un petit peu en dehors. Et surtout, on demande à l'équipe du Grand Semblé de se rassembler pour que nous puissions continuer à travailler. Alors justement, est-ce que c'est simple de travailler avec l'équipe du Grand Semblé? On sait que par exemple, vous êtes présidente du CMT, qui a eu une réduction budgétaire l'année dernière, contre votre avis. Oui. Alors, est-ce que c'est si simple? Est-ce que vous avez vraiment droit à la parole en tant que Pays en Chance? Eh bien, écoutez, c'est pas toujours facile de toute façon de travailler en groupe, que ce soit avec des amis ou autres. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais je crois qu'avec de la discussion, on arrive à convaincre, en tout cas, notre équipe, on arrive à convaincre que le tourisme est une priorité. Je crois que ça a été entendu par l'ensemble des membres de la collectivité aujourd'hui. Donc le budget n'a pas encore été voté. Alors, vous savez déjà si ça sera en votre faveur pour 2018? Je croise les doigts et je le souhaite, évidemment. Le budget n'a pas encore été voté, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je prépare un budget avec 2 millions de plus parce qu'on en a besoin au Comité martiniquais du tourisme.
on en a vraiment besoin pour que les choses puissent continuer d'avancer avec toutes ces croisières que nous avons en plus, ne serait-ce que ça. Et si vous n'êtes pas entendu, que ferez-vous? Est-ce que vous vous plierez ou vous pensez faire une action? Parce que vous dites qu'on en a besoin, donc si on vous dit non finalement, qu'est-ce qui se passe? Je suis très positive, nous serons entendus. Je pense que tout le monde a bien compris que c'est une priorité. Très bien, donc on reviendra vers vous si ce n'est pas entendu, c'est ça? Si ce n'est pas le cas, mais je pense qu'on n'en aura pas besoin. Alors, parlons maintenant du CMT, justement. Les chiffres de la haute saison s'annoncent plutôt bons. En tout cas, c'est ce que les hôteliers présentent. Est-ce que vous êtes entièrement satisfaite du travail mis en place ou il y a encore du travail à fournir? Eh bien, écoutez, c'est vrai que j'ai une équipe au Comité martiniquais du tourisme que je salue d'ailleurs, qui est très dynamique. Nous étions fixés l'objectif d'1 million de touristes. Ce sera un objectif atteint en 2017 puisque nous allons dépasser les 1 million de touristes. Donc, c'est vrai que nous avons fait un excellent travail, mais qu'on peut encore mieux faire. Et moi, je pars du principe que le tourisme est le secteur qui peut tirer l'économie martiniquaise. Et quand on a pris conscience que c'est une priorité, eh bien, on mettra en œuvre tous les moyens pour que nous continuions d'attirer de nombreux touristes en Martinique et en particulier les touristes de séjour, donc qui viennent remplir les hôtels, puisque vous savez que le tourisme de séjour n'avait pas augmenté depuis 2005 et depuis 2005, donc depuis 2 ans, il augmente régulièrement. Nous avons de plus en plus de touristes de séjour. Donc, nous sommes très satisfaits, mais il y a encore beaucoup de travail. Ah, justement, il y a encore beaucoup de travail. Alors, je vous donne des hôtels. Le groupe Caribéa, le Cap Est, l'hôtel Batelière, Cap Macabou. Qu'est-ce que ces hôtels ont en commun? Eh bien, écoutez, ils ont en commun d'être en grosse difficulté, effectivement. Voilà. Alors, malgré ces bons chiffres, voilà, ils sont malgré en ces bons judiciaire. chiffres, vous le dites, et c'est ça le gros problème de l'hôtellerie en Martinique. Je crois que finalement, dans le tourisme, c'est le problème principal que nous avons en Martinique, c'est le problème de l'hôtellerie et du modèle économique de l'hôtellerie. Alors, ce problème-là, du modèle économique, il n'y a qu'au niveau de l'État qu'on puisse le régler. Donc, nous avons déjà vu le Premier ministre lors des assises du premier atelier des assises du tourisme. Yann Monplaisir a eu à nouveau un rendez-vous à Paris avec le ministre de l'Outre-mer, enfin la ministre de l'Outre-mer et un secrétaire d'État. Donc, nous allons vraiment frapper aux portes pour que on repense le modèle économique et en particulier que les hôtels puissent avoir des diminutions de charges qui va leur permettre enfin de faire des bénéfices et de rénover notre hôtellerie qui est en train de malheureusement... Et que vous a répondu la ministre? Eh bien, qu'elle étudie le dossier, mais nous allons mettre la pression. Rassurez-vous, on mettra la pression pour que ce soit fait. Ça fait un moment que les ministres étudient ce dossier. Alors, disons que ça fait un moment, oui et non, qu'on tire vraiment la sonnette d'alarme et que ça fasse consensus, c'est quand même assez nouveau. Donc, on a quand même beaucoup d'espoir. Voilà. Alors, autre piste qui font que les hôtels ne fonctionnent pas, c'est la haute saison qui est très réduite, qui s'étale de novembre à peu près mars, ce qui correspond à la saison où il fait froid dans les pays du Nord et dans l'Hexagone. Est-ce qu'il y a d'autres pistes? Est-ce que vous réfléchissez à d'autres pistes, mis à part le partir en vacances en Martinique pour juillet, août, mais pour que la saison soit plus complète? Vraiment, nous travaillons à lisser la basse saison, effectivement. Donc, c'est le travail sur l'aérien que je mène avec, on va dire, la team Martinique, avec l'aéroport. Alors, même les compagnies, elles s'arrêtent aussi en avril. Donc mais en même temps, l'un entraîne l'autre. Si on a plus de vols et qu'on peut faire des promotions et vendre la Martinique, on va attirer plus de monde. Et on travaille aussi beaucoup sur l'événementiel. D'ailleurs, normalement, en 2018, on prévoit de faire un grand festival qu'on va essayer de vendre à l'extérieur, qui sera en basse saison, justement. Nous avons aussi le Martinique Surf Pro qu'on essaie de continuer je vais dire, à faire monter, parce que c'est vrai que c'est un événement qui attire beaucoup de touristes. Enfin, on travaille beaucoup l'événementiel sur la basse saison pour attirer justement, on va dire, la lumière vers la Martinique et que les touristes puissent avoir envie de venir à ces périodes-là. Donc, vous travaillerez avec les organisateurs de spectacles qui souvent se disent délaissés, disent que les politiques ne jouent pas le jeu? Tout à fait. Je suis déjà en contact avec 3 jeunes organisateurs de spectacles qui devraient normalement se mettre ensemble et faire quelque chose de très bien pour la Martinique. Très bien, merci à vous. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci, et puis, bonne fête à vous. Bonne fête à vous aussi. Merci.
Et nous poursuivons avec ces quelques chiffres de la sécurité routière pendant le week-end de Noël qui a été malheureusement meurtrier. 4 accidents corporels ont été recensés avec 4 blessés graves et 2 légers. Un passager de moto tué au rond-point du Vietnam héroïque et 29 contrôles routiers. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous parlerons du poisson fumé proposé par une entreprise de fumoir artisanale au Carbet. Du marlin et du thon y sont vendus sous vide. C'est notre idée du soir pour agrémenter vos recettes du réveillon. Et puis une autre idée du soir pour agrémenter vos tenues. Cette fois-ci, la créatrice de mode Michaëlle Loredon lance sa nouvelle collection de bijoux. Mais avant, direction la Guadeloupe avec la ville de Saint-François qui accueillera bientôt une ZAP, une zone agricole protégée. La volonté d'affirmer l'identité agricole de la commune a été votée lors du dernier conseil municipal le 19 novembre dernier. En quoi cela consistera-t-il? Voyez ces éléments de réponse de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Saint-François se met à l'agriculture protégée en favorisant le système d'agrotransformation dans les plantations. On a quand même 251 agriculteurs qui sont recensés à la Chambre. Tous ces ne seront pas concernés, mais une grande partie, donc quand même 250 seront quand même concernés par cette ZAP. C'est une forte demande des agriculteurs, une forte demande. Ils seront, plus protégés. Donc au niveau administratif, et aussi donc ce sera aussi une forme donc de label, un label saint-franciscain. En 2009, Myriam reprend l'activité familiale. Après une formation de responsable d'exploitation agricole, elle passe de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture raisonnée. Une agriculture raisonnée, c'est une agriculture où on utilise effectivement des pesticides, où on utilise des herbants, mais vraiment quand c'est nécessaire, quand on peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'on va toujours penser à un dosage raisonnable. C'est une agriculture qui est, disons, assez laborieuse puisqu'on doit intervenir manuellement énormément, mais après c'est la qualité du produit qui fera la différence. Donc, pour revenir à la ZAP, pouvoir être dans une zone agricole protégée et avoir un label, c'est permettre aux agriculteurs qui ont ce type d'agriculture de se démarquer. Parce qu'on n'est pas dans du bio, mais on apporte quand même du propre. Après, l'agriculteur qui fait du raisonné, il le fait pour une prise de conscience en fait. C'est d'abord ça. La zone d'agriculture protégée est donc un outil d'aménagement du territoire qui vise notamment à protéger certains espaces agricoles vulnérables et ainsi de limiter la construction d'infrastructures en pleine nature tout en protégeant le foncier. Nous restons en Guadeloupe avec une initiative originale du parc zoologique des Mamelles, offrir des cadeaux aux animaux de la structure. Sous le regard des visiteurs, des petits présents, souvent composés de nourriture emballée, ont été remis aux jaguars, singes et autres pensionnaires. Linda Kayarsi était sur place. Regardez. Le Père Noël, il est passé hier pour les enfants et aujourd'hui, il fait tous les animaux de la Terre. Donc, il y a du travail, d'accord? Donc, on va essayer de ne pas traîner entre les enclos, d'accord? Pour sa distribution de cadeaux dans les enclos, le Père Noël a fait appel à des soigneurs et à un éthologue du parc des Mamelles. Tout d'abord parce qu'ils connaissent les moindres recoins du site, mais surtout, ils sont incollables sur le comportement des animaux. Les animaux vont sortir des enclos le matin au réveil, sans avoir déjeuné, rien du tout, et tout de suite aller chercher les cadeaux et voir en fait les cadeaux, c'est vraiment ce qu'on appelle plus sérieusement des enrichissements. Donc les enrichissements, c'est vraiment quelque chose qui est là pour stimuler les comportements naturels. Donc là, vous allez voir, on va voir ce qu'on met dans les cadeaux, mais on met vraiment des choses qui ont un but de stimulation de comportements vraiment naturels. Et le premier pensionnaire à recevoir son cadeau, Victor, un jaguar âgé d'une vingtaine d'années. Alors, donc là, vous voyez, c'est le gros cadeau de Victor, d'accord? C'est un gros loulou, donc il a un gros cadeau, d'accord? Celui-là, vous allez avoir la chance de nous voir carrément le remplir. Donc, vous allez voir ce qu'on va mettre dedans. Vous avez tous la possibilité de signer le cadeau de Victor. À l'intérieur de cette grande boîte en carton, les friandises préférées de Victor. Quelque chose qui sent très bon et très fort. Donc là, pour Victor, c'est le 4 épices, je l'ai dit. Ensuite, on a mis du foin. Alors le foin, c'est pour qu'il puisse chercher un petit peu dedans, que ce soit pas trop facile à trouver. Et on a mis aussi, je sais pas si vous avez vu, ça avait l'air d'être du foin, mais un peu plus frais, un petit peu plus vert. Vous avez vu? Et ben ça, c'est tout simplement de la litière de cabri, d'accord? C'est un petit peu de caca de cabri. Parce que le cabri, c'est ce que aussi les jaguars peuvent manger, d'accord? Et donc ça sent très bon et ça leur donne envie de manger. Quelques minutes de patience et enfin, le jaguar découvre son cadeau, amusé.
Après Victor, direction l'enclos de Gringo-Lancelot. Un cadeau aussi latent mais perché. Tout comme les singes, les attelles à face rouge, à l'intérieur des grosses boules en papier, des fruits secs et confits. Mission accomplie pour les soigneurs du zoo, mais aussi ses visiteurs qui ont souhaité partager ce moment de fête avec les animaux. Et c'était bien parce que j'ai vu des animaux que j'avais jamais vus auparavant. On a vu un jaguar, il s'appelait Victor. C'est très très bien. Moi j'ai envie que ça se poursuive, qu'on continue à présenter des animations de ce type, surtout aux enfants, qu'ils soient bien conscients que c'est des êtres vivants comme eux-mêmes et qu'il faut les protéger. Cet après-midi, d'autres cadeaux ont été distribués aux animaux. Des cadeaux cette fois-ci confectionnés par les visiteurs lors d'ateliers pédagogiques. Le zoo de Guadeloupe a su allier magie de Noël, découverte et pourquoi pas susciter des vocations. De retour en Martinique avec ces casse-têtes qui reviennent chaque année au lendemain de Noël. Que faire des cadeaux reçus en double? Le magasin va-t-il échanger le jouet qui ne fonctionne pas? Vous avez été nombreux à avoir une raison de devoir retourner en magasin ce matin pour rattraper les étourderies du Père Noël. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Michelet François. Ce matin, au service après-vente de cette grande surface, il fallait s'armer de patience pour retourner les cadeaux indésirables, en majorité des produits électroniques. C'est une tablette. C'est pour mon fils de 2 ans et elle est cassée, donc je la rapporte. On m'a dit qu'il faut patienter quelques minutes et on va me l'échanger. Le tactile ne fonctionnait plus au bout de quelques minutes, alors j'ai dû échanger contre un autre modèle de tablette puisqu'il n'en restait plus le modèle qu'il avait déjà. C'est un peu compliqué parce que comme j'avais perdu le ticket, ils ont dû faire des recherches pour retrouver mon achat, mais sinon on a pu échanger pour moi et puis voilà. Si le Père Noël a commis peu d'erreurs sur les commandes, quelques jouets de mauvaise qualité se seraient glissés au pied du sapin, mais beaucoup moins semblerait-il que les années passées. Dans cette enseigne spécialisée, seule une dizaine de produits ont été retournés ce matin. La voiture télécommandée ne fonctionnait pas en fait. Je voulais faire un échange, mais le jouet n'existe plus dans le magasin, donc j'ai droit à un remboursement. Je ramène un pet shop que ma fille a eu pour Noël et qui devrait danser et qui ne danse pas. Donc est-ce que c'est un souci de pile ou un souci de matériel? Je ne sais pas, on verra bien. Les réparations mineures sur les jouets se font d'ailleurs sur place en quelques minutes. Voilà! Je suis en train de faire du montage parce que la mère n'a pas su monter le cadeau du Père Noël. C'est nous, les employés du magasin, qui faisons les réparations, qui vérifions les piles, comment ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et s'ils le font, on fait un échange. Et si malheureusement on n'en a pas, on fait un avant dans le but de venir échanger par là, surtout prendre toute autre chose pour l'enfant. Et pour ceux qui auraient reçu plusieurs fois le même présent ou des cadeaux qui ne leur plairaient pas, une autre solution se démocratise chez nous, les échanger contre de l'argent. On a une vague de personnes qui nous ramènent les cadeaux, les produits qu'ils ont eus en double. C'est-à-dire que par exemple, soit vous avez eu un téléphone plus récent, vous revendez l'ancien que vous avez eu une nouvelle console, vous revendez l'ancienne, vous avez eu de nouveaux jeux, vous revendez les anciens. Depuis 4-5 ans, on commence vraiment à avoir aussi bien une culture des gens qui vont acheter des cadeaux d'occasion de façon à monter en gamme de produits qu'ils peuvent offrir pour un budget plus petit. On va commencer à avoir des gens qui vont venir vendre, mais parce qu'effectivement, il n'y a plus de complexe de vendre un produit d'occasion, comme il n'y en a plus de complexe d'acheter un produit d'occasion. De quoi offrir une seconde vie à ces objets plutôt que de les remiser au fond d'un placard. 48% des Français avouent avoir déjà revendu leurs cadeaux ou envisagent de le faire. Allez, place tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec une idée de mets qui pourrait accompagner vos salades pendant ce week-end de réveillon: du poisson fumé local. Une entreprise artisanale en propose depuis 2 ans au Carbet. Les poissons proposés sont le thon et le marlin mis sous vide. Hubert Bornil et Johan Boulard se sont rendus sur place. Regardez. Je ne vous cache pas ma surprise en arrivant ici. Je m'attendais à voir tout plein de fumée, mais la partie fumée, la partie fumoir a eu lieu déjà hier. Ça se fait avec du mahogany et de la bagasse. Alors voilà, on va vous montrer déjà à quoi ça ressemble. Le poisson, on le voit ici, marlin, thon, poisson fumé. Maintenant, on passe à la deuxième étape, essentielle selon moi.
Alors tout de suite j'ai appris le métier, vous allez voir, c'est la partie découpe. Voilà, on découpe les filets comme ça. Bon, je ne suis pas très fort, mais on y arrive quand même. Voilà, un petit filet de poisson, c'est excellent. Voilà, c'est fumé, c'est cru. Magnifique. La petite entreprise est installée dans une rue assez discrète du bourg en direction du stade de foot. C'est là que Armel Hardy fume son poisson. 2 espèces composent la production, le thon et le marlin. Mon poisson que je vais saler, que je vais fumer, je le sale, il est décongèle ici et après je vais le saler au sel de Guérande, donc avec du sel de première qualité pour avoir du bon poisson finement salé. Avant d'en arriver là, la jeune femme a d'abord travaillé dans une grande entreprise comme ingénieure agroalimentaire. À l'époque, elle voulait se lancer dans l'aquaponie. Mais au final, c'est le fumage de poissons qui sera retenu lors d'un appel à projet soutenu par l'ex-région. L'aquaponie, c'est de faire pousser des plantes grâce à des poissons. Donc je voulais faire ça. Je me suis dit que j'allais fumer les poissons que j'allais élever. Et j'ai été apprendre à fumer du poisson en Bretagne, fumer du saumon. Donc j'utilise exactement la même technique que le saumon fumé, sauf que je prends du poisson d'ici. Il aura donc fallu plus de 100 000 € à la chef d'entreprise pour mener à bien son projet, l'installation et le matériel. Elle s'approvisionne en poissons frais auprès des pêcheurs de la zone. La bagasse pour le fumage du poisson provient de la distillerie voisine. Voilà comment naît un produit local. Un produit que les Martiniquais apprécient de plus en plus. Pour à toute occasion, toute l'année. Ils en ramènent beaucoup en métropole quand ils rentrent, quand ils reprennent l'avion, ils en prennent beaucoup. Ça accompagne les bouteilles de rhum et ça fait plaisir là-bas. Évidemment, avec la fin de l'année, les commandes sont nombreuses et c'est Armel Hardy en personne qui se charge d'assurer les livraisons. Mais elle pense tout de même à embaucher bientôt du personnel. J'aurais dû embaucher là pour les fêtes. Mais voilà, je m'y suis pris trop tard et j'avais pas le temps de former la personne. Mais on serait bien à 2 là en ce moment. Madame Hardy, on a passé un bon moment. On a découvert une activité nouvelle pour nous en Martinique. En tout cas, on vous souhaite tout plein de succès. On sait que vous avez beaucoup de commandes. Je crois qu'elle fait pratiquement 70 kilos par jour et des livraisons assurées par elle-même. Allez, bon courage et bonne fête. Bon travail. Au revoir. Idée pour ce réveillon, mais cette fois-ci pour être la plus belle, des bijoux entièrement fabriqués chez nous. La créatrice de mode Michaëlle Loredon lance sa nouvelle collection, Mademoiselle à elle, autour de la femme. Elle nous a ouvert les portes de son atelier chez elle au quartier Gondot, au Lamentin. C'est au reportage d'Alizé Lutran et de Michelet François. Bienvenue dans mon atelier. C'est niché sous les toits dans ce cocon coloré à son image que Michaëlle réalise ses créations. Ancienne décoratrice d'intérieur, elle fusionne désormais l'art et la mode. Ses bijoux se veulent être une ode à la femme. J'ai décidé effectivement de travailler sur la femme lumière. C'est-à-dire que dans les matières que je vais utiliser, il y aura beaucoup de transparence, beaucoup de blanc et beaucoup d'effets irisés pour donner encore ce côté majestueux à la femme. Donc il y aura des paillettes, il y aura de l'or, il y aura de la couleur pour vraiment faire ressortir cette personnalité joyeuse et éclatante de la femme. Aujourd'hui, Michaëlle finalise sa collection de boucles d'oreilles, sa marque de fabrique, un style à la fois contemporain et ethnique. Je pars à partir du liège, le liège dans sa fragilité. C'est-à-dire que chaque matériau que j'utilise a pour moi une signification. Le liège s'effrite, il est fragile, tout comme la femme, elle est sensible et elle est fragile. Et ensuite, je crée des dessins, des peintures, je laisse mon imagination, libre cours à mon imagination. Je mets du cuir derrière, parce que le cuir, c'est une valeur... c'est riche, ça a de la valeur. Donc en même temps aussi ce côté riche de la femme. Et une fois que tout est prêt, tout est monté, je protège avec une couche de résine. Après avoir exposé ses précédentes créations, des peintures essentiellement à l'Atrium, puis ses bijoux au marché d'art contemporain, mais aussi dans l'Hexagone à Mulhouse, Michaëlle se fait petit à petit un nom dans le milieu de l'art. Elle tente à présent de se faire une place auprès du grand public.
Pour pouvoir les intéresser, c'est les amener petit à petit avec des petits éléments qui leur parlent. Donc par exemple les bijoux, ça parle aux femmes, et leur donner de réaliser qu'elles portent des tableaux en fait sur elles. À chaque fois qu'elles vont porter les bijoux, à chaque fois qu'elles vont porter les sacs, elles vont porter vraiment une œuvre. À la veille du lancement de sa nouvelle collection, derniers essayages sur certaines des mannequins qui défileront demain et ultime répétition. Après le show de demain, Michael compte prochainement commercialiser ses bijoux sur Internet et via les réseaux sociaux. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 8h à 14h sur le parking du centre commercial La Galeria. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier Lamena à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque. À tout de suite.